L'événement est rarissime, mais il arrive que des lionceaux blancs naissent dans la réserve de Timbavati. Ces 2 lionceaux repérés en mai 2006 étaient les premiers lions blancs vus depuis 12 ans. Comme bon nombre de lions blancs, on ne les a jamais revus. Ils ont sans doute été abattus ou capturés. Ozikosa est le chef de la tribu des Shangaan. Il est le neveu de Maria la guérisseuse. Le lion blanc doit revenir au Timbavati. Sa place est ici. C'est un élément essentiel de notre culture. C'est un animal sacré. Il fait partie de nos croyances ancestrales. Maria révèle à Linda qu'une lionne blanche doit bientôt naître. Linda doit trouver la petite lionne et la ramener dans sa patrie. Le jour de Noël, un lionceau voit le jour à Bethléem, en Afrique du Sud. Ici, on élève des lions destinés à la chasse. Ce lionceau a été retiré à sa mère dès sa naissance. J'ai fait le serment de n'avoir nul repos tant que je ne l'aurais pas ramené au Timbavati. Linda dépose une demande d'adoption pour le lionceau. Elle lui rend régulièrement visite durant sa croissance. Le conseil des sages des Shangaan baptise la jeune lionne Mara, qui signifie « mère du dieu soleil ». Linda patiente 3 ans avant de se voir confier la lionne. À cet âge, Mara donne naissance à ses premiers petits. 2 mâles, Rigius et Letaba, et une femelle prénommée Zaira. En 2002, Linda crée le Global White Lion Protection Trust, la société pour la préservation mondiale du lion blanc. Elle fait clôturer une réserve au Timbavati pour accueillir ses 4 protégés. Jason Turner, un écologiste qui étudie les troupes de lions du Timbavati, se joint à l'aventure. Linda et Jason montent un programme pour insérer progressivement Mara et ses lionceaux dans un environnement naturel. L'objectif principal de Linda est de faire inscrire le lion blanc sur la liste des espèces menacées d'extinction. Mara et les lionceaux doivent réapprendre le comportement des lions sauvages. La première phase d'acclimatation aura lieu dans un enclos de 3 hectares. Pour la seconde phase, les lions disposeront d'un parc naturel de 300 hectares où ils devront chasser pour se nourrir. En 2005, Linda conduit Mara et ses jeunes dans leur nouvel habitat au Timbavati. Je suis très émue. La bataille a été si longue. La procédure aurait dû être plus simple parce que les lions ont le droit de vivre ici. La petite famille se réveille dans l'enclos d'acclimatation. Comparé à l'élevage où ils ont vu le jour, le paysage africain doit leur sembler étrange et hostile.
Le combat de Linda en faveur des lions blancs lui assure une grande couverture médiatique. Mais elle essuie aussi des critiques de la part de la communauté scientifique. Certains spécialistes disent que les lions blancs ne méritent pas d'être protégés. C'est incroyable. Quel animal ne mérite pas d'être protégé? Les lions blancs le méritent en tant qu'animaux et aussi parce que ce sont des créatures sacrées pour les Shangaan. Et je soutiens de tout mon cœur la cause des Shangaan. Mara et ses petits s'acclimatent progressivement à leur nouveau mode de vie. Les arbres sont une source inépuisable d'étonnement. Durant leur séjour dans l'enclos d'acclimatation, les lions sont nourris avec des carcasses de proies sauvages du Timbavati. Jason et son équipe restent cachés derrière un écran. Okay, on 3. 1, 2. Ils veulent éviter que les lions s'habituent à l'homme. La distribution des carcasses a lieu à des heures irrégulières, conformément aux habitudes alimentaires des lions sauvages. Bien que la troupe soit nourrie, les lions semblent retrouver leur instinct dans ce nouvel habitat. Les lions sont des carnivores très sociables. Mais durant les repas, les querelles sont fréquentes. Mara apprend à ses jeunes à défendre leur carcasse. Alors que les 4 lions s'adaptent à leur nouvel environnement, l'équipe de Linda prépare l'habitat plus vaste pour la deuxième phase du programme. Une zone de 300 hectares est entourée d'une clôture. Ici, les lions devront apprendre à tuer des proies. La réserve abrite des girafes, des phacochères et des antilopes de petite taille. Pour des chasseurs inexpérimentés, les girafes sont trop dangereuses. Un seul coup de sabot peut tuer un félin. Linda et Jason font déplacer les girafes dans une réserve adjacente. Linda et Jason suivront les lions pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Mara et un de ses fils vont être équipés d'un collier émetteur. Les félins doivent d'abord être endormis à l'aide d'une fléchette.
Jason fait jeter une carcasse pour distraire les lions. 1, 2, 3. This guy, yeah, this guy we're gonna collect. Les lions sont endormis, l'équipe se met au travail. I just want to show you his paw. Look, that's the size of the paw. It gives you an idea of how big it's going to be. Jason prélève des échantillons de sang et prend les mesures des félins. Il espère découvrir un marqueur génétique qui différencierait les lions blancs des lions fauves. Il pourrait alors plaider la cause des lions blancs et les faire protéger comme une sous-espèce en danger. Prochaine étape, introduction d'un troupeau de 23 gnous, les proies préférées des lions. Je suis super excitée. C'est la dernière étape avant d'introduire les félins. Linda et Jason ont pris toutes les précautions pour préparer les lions à leur vie dans la nature. Mais ils ne pourront pas protéger les lions en dehors de la réserve. Dans certaines parties du Timbavati, la chasse aux lions est légale. Cette activité génère des millions de dollars. En Afrique du Sud, on élève des lions pour qu'ils servent de trophées à de riches clients. Les éleveurs, comme Pete Warren, considèrent leurs lions comme de simples animaux d'élevage. Quelle différence y a-t-il entre un lion et une poule? Le lion est un animal d'élevage idéal. Pourquoi? Parce qu'il aime dormir et manger. Ce lion, je vais l'élever durant 5 ans avant qu'il soit abattu comme un trophée. Ensuite, sa tête restera très longtemps accrochée à un mur. Ces lions d'élevage sont souvent enfermés dans un petit enclos avant d'être abattus à bout portant. Cette pratique s'appelle la chasse en boîte. Pour abattre un lion blanc, certains clients déboursent jusqu'à 130 000 $. Les éleveurs procèdent fréquemment à des croisements entre lions apparentés pour perpétuer une caractéristique très prisée, le pelage très blanc. De ce fait, la consanguinité parmi les lions blancs nés en captivité est très élevée. Le problème des lions blancs est double. Premièrement, ils ont été retirés de leur milieu naturel durant 4 décennies avant d'être croisés entre eux dans les fermes d'élevage. Deuxièmement, les scientifiques doutent de l'utilité de les réintroduire dans la nature à cause de cette consanguinité. Jason et Linda ont fait analyser l'ADN de Mara avant le début du projet pour s'assurer de ne pas introduire des gènes suspects dans le système écologique du Timbavati. Mara est issue d'une puissante lignée génétique, ses parents ayant vécu à l'état sauvage. Le père de ces lionceaux est un lointain parent de Mara, ce qui est conforme aux liens de parenté au sein des troupes de lions vivant à l'état sauvage. Le grand jour est arrivé.
C'est un très grand moment pour moi. Je l'attends depuis si longtemps. Zaira, la jeune lionne intrépide, est la première à montrer le bout du museau. Elle est suivie de ses deux frères inquisiteurs. Zaira reste sur ses gardes. Après un regard vers son frère Letaba, elle s'aventure enfin dans la réserve. Mara rejoint ses trois jeunes. Linda et la tribu des Shangan célèbrent le retour du lion blanc. Les Shangan ont retrouvé le lion esprit qu'ils révèrent. Les lions seront-ils capables de tuer une proie? Mara s'intéresse au troupeau de gnous. Elle laisse ses petits pour ne pas être dérangée. Plus tard, elle émettra sans doute des grognements pour demander à ses jeunes de l'aider, mais là, je pense qu'elle préfère y aller seule. Pendant ce temps, Zaira et Ridges en profitent pour explorer leur nouvel habitat. Les gnous sont tout proches. L'instinct se réveille très vite. Mais les jeunes lions essuieront de nombreux échecs avant de tuer leur première proie. Trois fois par jour, Jason suit et enregistre les déplacements des lions blancs. On prétend volontiers que les lions blancs sont désavantagés par leur robe claire, trop visible. Une semaine a déjà passé. Les petits de Mara n'ont rien eu à se mettre sous la dent. S'il tarde encore, Jason sera obligé de faire une entorse au programme et de leur fournir une carcasse. Dans la nature, quand les proies sont abondantes, les lions mangent tous les 3 à 4 jours. Ils profitent souvent de l'obscurité pour attaquer.
L'état bas sent l'odeur des gnous. Son instinct de prédateur prend le dessus. Mara, elle, choisit une proie plus facile. Elle a repéré le terrier d'un phacochère. Les jeunes aident leur mère à creuser, mais ils sont maladroits et indolents. Les 4 lions se relaient. L'état bas adopte une méthode complexe. Linda la baptise la technique du tire-bouchon. Après avoir creusé durant 3 heures, les lions extraient leur proie. Les lions chassent souvent de petites proies comme le phacochère quand ils investissent un nouvel habitat. Mais la tâche n'est pas sans risque. Ces animaux peuvent infliger des blessures mortelles avec leur défense. Les lions ne seront pas rassasiés avec le phacochère, mais ils ont tué leur première proie ensemble. L'avenir de Mara et de ses jeunes au Timbavati est très prometteur. Leur adaptation est favorisée par la cohésion dont la petite troupe fait preuve. Les jeunes grandissent vite. Leur appétit est insatiable. Mara les quitte régulièrement pour trouver une proie. Zaira en profite pour aiguiser ses talents de chasseuse en simulant des attaques contre un de ses frères. Les jeux de combat permettent aux jeunes d'améliorer leur technique d'approche et de plaquage. Ridgius joue volontiers la victime pour sa sœur, mais il se rebiffe aussi. Pour ces jeunes, cette vie dominée par les jeux n'a rien d'hostile. Mais ils devront bientôt relever des défis. Un an plus tard, les jeunes ont bien grandi et sont devenus plus téméraires. En un an, ils ont abattu 95 proies, petites et grandes. La plupart ont été capturées par Mara. Les lions blancs ont prouvé qu'en dépit de leur robe claire, ils n'avaient aucun mal à se nourrir dans la nature. Une nuit, les lions partent à la chasse aux phacochères. C'est la saison des pluies. Le sable est moins compact et plus humide. Mara et les jeunes se relaient pour creuser et ramper au plus profond du terrier.
Mara s'aventure loin. Soudain, le terrier s'effondre. Mara est enterrée vivante. Linda et son équipe partagent la tristesse de la tribu des Shangaan. Pour le chef Xhosa, la perte de Mara est comparable à la mort d'une reine. Zaira, Letaba et Ridges doivent désormais se débrouiller sans leur mère. Ils seront restés 3 ans avec elle. Les petites proies, comme ce porc-épic, peuvent infliger de graves blessures. Affamé, Letaba poursuit tout de même la boule d'épines. Le lendemain, Letaba porte les preuves d'une lutte acharnée avec le porc-épic. Zaira vient renifler les blessures de son frère. À l'âge de 3 ans, les lions atteignent la maturité sexuelle. Les jeunes mâles quittent la troupe où ils ont vu le jour et les jeunes femelles sont prêtes à s'accoupler. Le projet a pris une mauvaise tournure avec la mort de Mara. Ça n'était pas du tout prévu. Normalement, Zaira serait restée avec sa mère. Là, elle se retrouve toute seule. Il faut revoir complètement le projet. Linda et Jason décident de séparer Zaira de ses frères pour les empêcher de s'accoupler. Installée dans un enclos à 2 km de la réserve, elle les entend rugir pour signaler leur position. Il est temps de trouver des compagnes pour Letaba et Ridges. Leurs lionceaux et ceux de Zaira assureront l'avenir du projet. Letaba et Ridges passent beaucoup de temps ensemble. Ils forment une alliance typique pour des mâles de leur âge. Depuis la mort de leur mère, il y a 1 mois, ils ont vécu de proies de petite taille. À présent, ils semblent prêts à monter d'un cran.
L'herbe pâlie par l'hiver constitue un bon camouflage pour la robe claire des lions. Un troupeau de gnous passe sans les voir. La chasse est lancée. Les deux mâles savent se débrouiller. C'est un grand pas en avant. On dit souvent que les lions blancs sont incapables de chasser faute de pouvoir se camoufler. Or, ils viennent de tuer un gnou en plein jour. L'objectif de la seconde phase était que les lions puissent se nourrir par eux-mêmes. Les Taba et Rigius ont prouvé qu'ils en étaient capables. Un mâle imposant vient d'arriver dans un enclos de la réserve. Il va s'accoupler avec la jeune Zaira. Les lionceaux issus de cette union seront les premiers lions blancs élevés sans intervention humaine. Dès que Zaira sera réceptive, le mâle sera introduit dans son enclos. Le couple doit d'abord faire plus ample connaissance à travers le grillage. Un mois plus tard, Zaira est en chaleur. Les mâles pouvant être agressifs envers des lionnes qu'ils ne connaissent pas, le vétérinaire se tient prêt à intervenir en cas d'urgence. Linda est inquiète. Impatient de rejoindre Zaira, le mâle fait les 100 pas le long de la clôture. Jason ouvre la grille. Les rapports sont très tendus. Zaira repousse les ardeurs du mâle. Le mâle s'essouffle vite. Il a passé 10 ans dans un enclos réduit et n'est pas habitué à courir. En pleine forme, Zaira n'a aucun mal à tenir le mâle à distance. Le lion prend son mal en patience en rugissant pour signaler qu'il est désormais le seul maître de ce territoire. Dans la nature, les lions sont chargés de défendre le territoire de la troupe. Les Taba et Rigius prennent cette tâche très au sérieux. Ils patrouillent régulièrement le long de la clôture pour impressionner un mâle installé dans une réserve voisine. En l'absence de clôture, ils attaqueraient le mâle fauve pour lui ravir son territoire et ses femelles. Pour l'instant,
c'est le statu quo. Linda et Jason sont en route pour récupérer 2 femelles fauves offertes par une réserve située dans la région. Ces lionnes sont destinées à s'accoupler avec l'Etaba et Regius. Le vétérinaire endort les femelles et les prépare pour le retour. Zahira et le mâle ont fini par faire la paix. Pour savoir si la lionne est réceptive, le mâle retrousse la lèvre supérieure pour découvrir un organe situé sur son palais et qui capte les phéromones sexuels. Zahira et le mâle ronronnent de concert, réaffirmant ainsi leur lien. Ils s'accouplent plusieurs fois durant la nuit. Le mâle mordille la nuque de Zahira. On pense que ce comportement favorise l'ovulation. Non loin de là, l'Etaba et Regius s'occupent de leur repas. Ils ont toujours un faible pour les phacochères. L'Etaba creuse à la mode du tire-bouchon, et sans aide. Deux frères lions vivaient en paix. Survinrent 2 jeunes lionnes. Les 2 femelles sont installées dans un enclos qui jouxte la réserve des frères. On introduit les cages à l'intérieur de l'enclos pour éviter que les lionnes puissent faire demi-tour. L'heure est venue de lâcher les femelles fauves. Ces femelles introduiront des gènes sauvages dans le projet et aideront l'Etaba et Regius à intégrer une troupe sauvage. Les super nanas viennent d'arriver. Elles sont remarquables. Il nous a fallu un mois pour les capturer. En les voyant, les garçons ont ouvert de grands yeux. Le projet progresse de façon stupéfiante. Trois mois ont passé depuis que Zahira s'est accouplée. Tu les as vus? Ils sont cachés dans les hautes herbes là-bas. Ils sont bien dissimulés dans ces hautes herbes. C'est une excellente cache. Zahira a donné le jour aux premiers lionceaux du projet. Ils sont nés sur le sol de leurs ancêtres.
petite lionne et 2 lionceaux. Linda et Jason peuvent désormais concentrer le projet sur ces lionceaux nés en liberté. Ils espèrent pouvoir les lâcher un jour dans le grand écosystème du Timbavati. Pour cela, il faut que la chasse au lion blanc soit interdite. Nous travaillons de façon intense avec les autorités sud-africaines pour qu'elles protègent les lions blancs et transforment toute cette région en réserve protégée. En attendant, Linda continue de chercher des soutiens pour son projet. Ian Player est un écologiste très renommé qui se bat pour la protection de la faune africaine et les droits des tribus indigènes. Les lions blancs vivaient ici. Ils ont été déplacés pour diverses raisons. À présent, grâce au Global White Lions Trust, ils sont réintroduits dans la région. Toutes les polémiques autour du lion blanc ne sont qu'élucubrations humaines. La seule chose qui compte, c'est que les lions blancs sont de retour et qu'ils seront essentiels pour rétablir l'équilibre naturel de la faune dans cette région. En dépit des controverses que suscite son projet, Linda est sûre qu'à terme, il sera couronné de succès. Ce sont les premiers lionceaux nés sans l'intervention de l'homme dans la région du Timbavati. C'est l'héritage de Mara. Le projet dépend de la survie de ces lionceaux. Ils vont réintroduire le gène du lion blanc dans cette région, d'où on les a délogés de force il y a de nombreuses années. Leur retour suscite la fierté, l'amour et la joie des Shangaan. Et je célèbre tout ça avec eux. Les tabas, Ridjus et Zaira se sont adaptés à leur habitat naturel. Zaira a donné le jour à 3 lionceaux d'une nouvelle lignée génétique et qui n'ont pas été habitués à l'homme. Il faut espérer qu'à l'avenir, ils pourront sillonner en sécurité la réserve de Timbavati et enrichir le patrimoine héréditaire des lions blancs. Les tabas et Ridjus sont une nouvelle troupe et un nouveau territoire à défendre. Pour l'instant, ces lions blancs vivent et se reproduisent dans un environnement naturel sécurisé. Le jour où la vaste savane du Timbavati sera sûre, elle aussi, elle pourra à son tour fêter le grand retour du lion blanc.